les trois intervenants? Oui, et donc Jean-François va dans un tout autre domaine, mais qui relève évidemment de cette pandémie, va nous parler un petit peu de la relation entre écosystème et émergence. Et donc Jean-François est directeur de recherche IRD, actuellement à INRAE. Et je vais le laisser se présenter et puis nous dérouler sa présentation qui, je pense, ne manquera pas de vous amener quelques questions après sa présentation. The floor Alors, is yours, Jean-François. merci Gilles. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation et merci aux personnes qui ont donné mon nom pour faire cette présentation aujourd'hui devant vous. Donc, du coup, je ne vais pas me présenter, hein. Vous avez mon biosketch qui pourra être distribué. Je préfère me concentrer sur les questions qui m'ont été demandées lorsqu'on a préparé cette présentation avec un grand nombre de questions. Donc, j'ai essayé de concentrer entre 20 heures et 30 heures de cours que je donne ici à Montpellier en 20 minutes. Donc, c'est un exercice qui n'est pas facile. Mais aussi comme retour... Non, restez sur la première diapositive, s'il vous plaît. Je vous indiquerai... voilà. Comme retour d'expérience un peu personnelle de ces 14 mois, le logiciel Teams n'est pas pour moi le plus agréable parce que c'est celui avec lequel j'ai eu énormément de problèmes, de ruptures. Donc, j'espère que ça ne se produira pas aujourd'hui. Je suis désolé de dire ça, mais je trouve que ce n'est pas le logiciel le plus fantastique actuellement sur la place. Donc, du coup, les Français adorent, détestent les drapeaux et en particulier le leur, mais adore tout au contraire les logos. Alors, vous en avez un certain nombre sur cette première diapositive. Tout en bas, ce sont mes différentes affiliations. Je me permets de corriger ce que disait Cécile Adam, là, que je félicite d'ailleurs. L'UMR Astre est une UMR entre le CIRAD et INRAE, est aussi affiliée avec l'Université de Montpellier. Donc, vous voyez d'ailleurs le logo et où j'enseigne beaucoup, mais aussi à l'École des hautes études en santé publique. Et puis, les logos sur la partie droite sont des institutions qui m'ont financé ces 10 dernières années et qui me financent dans mes travaux ces 5 années à venir, dont la NSF américaine et les NIH américains. Donc, diapositive suivante. En tant que parasitologue, je suis parasitologue d'abord de formation. J'utiliserai le terme de parasite autant pour des microparasites, pour des virus. C'est un style de vie, en fait, être parasite, autant des microparasites que des macroparasites avec des helminthes ou des nématodes, comme vous voyez sur cette deuxième diapositive. Diapositive suivante. Donc, j'ai structuré ma présentation en 3 actes. Combien d'agents pathogènes de l'humain sur Terre et d'où viennent-ils? Donc, je vais y aller très rapidement sur ce point-là. Quelle place occupe-t-il dans les écosystèmes? Comme deuxième point, et comme troisième point, quel rôle fonctionnel joué par la diversité biologique, qui va concentrer un peu l'essentiel des questions qui m'ont été posées en préparant cette conférence. Donc, généralement, je préfère faire des conférences en présentiel pour 2 raisons, parce que c'est plus agréable d'avoir le public en face de soi, et puis je préfère être debout. Je circule beaucoup sur la scène, plutôt que d'être assis. C'est toujours pas facile, je trouve, de faire des conférences dans ces situations. Donc, on y va. Donc, je vais vous embarquer dans un monde un peu fantastique, probablement, ou pas d'ailleurs, inconnu pour vous. Essayez de vous convaincre de l'importance de ces thématiques. Non, je ne vous ai pas demandé s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va commencer par le premier point sur lequel je vais aller très rapidement en réalité. On peut se poser la question: combien d'agents pathogènes de l'humain sur Terre et d'où viennent-ils? Avec cette diapositive suivante où finalement les recherches, que ce soit sur les protozoaires, probablement moins sur les protozoaires, beaucoup plus sur les bactéries et sur les virus, n'ont fait que découvrir des nouvelles formes virales, nouvelles espèces virales ou nouvelles espèces bactériennes, mais aussi de champignons parasites, de l'homme, de l'animal, mais aussi des plantes. Donc ici, juste une présentation de ce que l'on connaissait avant 2010, des plasmodiums qui vont infecter les primates, dont l'humain, mais aussi les oiseaux. Et puis, à partir de 2010, d'un travail autour de Franck Pruniol, donc diapositive suivante,
où vous allez avoir une mise en évidence d'une diversité très importante d'autres formes de plasmodium. Diapositive suivante. Donc, c'est un peu la tendance en général sur beaucoup de macro-parasites et de micro-parasites. Donc, avec cette diapositive ici qui vous montre la tendance remarquée depuis 1900 jusqu'à l'actuel dans la description de nouvelles espèces ou en nouvelles entités virales, dont je vous donne quelques exemples pour les dates d'invention. Diapositive suivante. Et donc, à partir de là, à partir de la forme des courbes, ici, vous voyez que c'est une exponentielle positive. Je ne reviendrai pas sur les raisons, bien entendu, qui font qu'on découvre de plus en plus de virus aujourd'hui, mais l'une d'entre elles, c'est bien entendu parce qu'il y a énormément de virologues à faire ce type de découverte. Eh bien, vous pouvez faire des extrapolations. Ici, vous voyez sur la base, sur la forme de la courbe, vous pouvez estimer qu'il reste entre 40 et 560 nouvelles espèces de virus à découvrir, dont un nombre plus ou moins important pourrait être pathogène de l'humain. Diapositive suivante. Donc, sur la partie droite, la partie gauche, pardon, vous voyez que le nombre, alors c'est une mesure que je ne connaissais pas, 10 nonillions de virus pourraient exister sur Terre. Alors, je parle de particules ici. Et puis, des estimations qui ont été faites par Stephen Morse, qui est un grand monsieur sur les recherches sur les maladies infectieuses émergentes, hein, qui est d'ailleurs le créateur du concept maladies infectieuses émergentes à l'Université Columbia à New York. Lui, il avait fait des estimations d'à peu près de 320 000 à 120 000 virus infectant les mammifères, dont une partie pourrait être pathogène de l'humain. Il y a des valeurs qui sont sorties ces derniers mois de l'ordre de 850 000 nouvelles espèces de virus ou entités virales qui pourraient être resteraient à découvrir. Donc, c'est des calculs faits à partir d'extrapolation, et dont un nombre important, mais que l'on ne connaît pas. Hein. On n'a aucune appréciation de cette caractéristique pourrait être pathogène de l'humain. Et donc, c'est ce que l'on définit être de l'infectiologie exploratoire qui, pour moi, représente en fait une sorte de zoologie moderne hein, qui est bien entendu nécessaire de faire, mais elle ne suffit pas, bien entendu. Donc, diapositive suivante. Donc, en quelque sorte, à la question combien existe-t-il de micro-organismes sur Terre, il en existe, je ne suis pas normand, mais je vous répondrai comme un normand. De l'autre côté du Quesnon, Gilles comprendra, ou d'autres personnes aussi, eh bien, il en existe un certain nombre. En fait, il en existe très probablement des milliards, en quelque sorte. Donc, deuxième question, quelle place occupe-t-il dans les écosystèmes? Diapositive suivante. Alors, des collègues de l'Université de Californie à Santa Barbara, hein, c'est un lieu très agréable où travailler, se sont intéressés à essayer de comprendre en travaillant sur des marais côtiers hein, au sud de Santa Barbara, entre Santa Barbara et Los Angeles, dont un s'appelle Carpinteria en particulier. Donc, se sont amusés à essayer de voir quelle pouvait être la proportion en parasites. Alors là, je parle de macroparasites tout simplement parce qu'ils sont identifiables à l'œil ou au microscope et ne se sont pas intéressés aux microparasites. Et ils ont aussi, bien entendu, estimé la diversité biologique donc en hôte hein, qu'ils pouvaient observer dans ces types d'écosystèmes. Diapositive suivante. Et donc, vous avez ici, pointé par cette flèche rouge, des larves de certains, ici, trématodes qui sont abrités par ce mollusque. Diapositive suivante. Donc, vous avez dans ces écosystèmes de marécages côtiers, hein, des marécages et des lagunes côtières, une diversité fabuleuse ici en espèces d'oiseaux. Diapositive suivante. Ici, en espèces de poissons que vous pouvez rencontrer dans ce type d'écosystème. Diapositive suivante. Et donc, vous voyez le style, on s'amuse bien dans mon métier, hein, vous voyez. Donc, à essayer de collecter finalement les hôtes, les non-hôtes, mais aussi les parasites qu'on pouvait collecter dans ce type d'écosystème pour effectuer une mesure très très simple
qui est de se demander mais quelle biomasse abrite ce type d'écosystème en parasite versus en espèces que l'on peut observer qui sont des hôtes ou des non-hôtes pour ces parasites. Diapositive suivante. Eh bien, sur ce diagramme avec des barres d'histogrammes, donc les trois couleurs différentes vous présentent trois écosystèmes différents, dont celui de Carpinteria qui figure en couleur pourpre. D'accord ? Donc, ces trois types d'écosystèmes tout à fait identiques, ce sont des lagunes ou des marécages côtiers, et dans lesquels ils vont faire une estimation du nombre de parasites qu'ils contiennent, tout en considérant la diversité biologique que l'on peut voir à l'œil. Et donc, cette diversité biologique, donc en oiseaux, en poissons, en loutres ou en d'autres groupes, vous est illustrée par ces petits pictogrammes et vous donne un peu une idée de la valeur de la biomasse en espèces que l'on rencontre dans cet écosystème. Et chaque couleur d'histogramme vous donne la répartition pour des groupes de parasites, les turbellariés, les cestodes, les monogènes, les trématodes, les acanthocéphales, les nématodes, les copépodes, etc. Et donc, du coup, finalement, vous vous apercevez que dans ce type d'écosystème, eh bien, il y a bien plus de biomasse en parasites qu'il n'y en a en biodiversité que l'on peut admirer, en quelque sorte. Parce que la vie est organisée non pas par ce que l'on voit, mais par la diversité invisible en parasites ici, mais aussi en microparasites. Alors, ces notions ne sont pas très éloignées des notions du microbiome, mais tout ce qui se déroule, s'effectue aujourd'hui dans le microbiome, vient de ces expériences-là et vient du secteur de l'écologie des communautés en particulier. Diapositive suivante. Donc, quand vous essayez de reconstituer les réseaux trophiques, toutes les bandes bleues, bien entendu, vous représentent les liens dans ces réseaux trophiques, hein, mais les valeurs qui vous donnent 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont les niveaux dans les réseaux trophiques, tels que le petit pictogramme sur la gauche vous le montre. On passe des consommateurs primaires aux prédateurs supérieurs, par exemple. Vous apercevez que si vous prenez et considérez uniquement les espèces hôtes, donc les macro-organismes que l'on peut voir, que l'on admire, ces oiseaux, ces poissons, vous avez ce type d'organisation de réseau trophique qui s'organise, donc en bleu. Mais si on y surimpose les parasites, diapositive suivante, eh bien vous arrivez à des systèmes qui sont bien plus complexes, bien plus structurés, bien plus résilients aussi, hein, qui ont des propriétés de réseau qui possèdent certaines propriétés, bien entendu, et qui stabilisent et qui tentent à stabiliser les écosystèmes. C'est-à-dire qu'un écosystème en général, il vit, s'organise, évolue, est résilient non pas par les macro-organismes que vous voyez et que vous inspirez, mais par les microbes et parasites que vous ne voyez pas. Ce sont eux qui conditionnent, structurent, organisent et font évoluer les écosystèmes visibles. Diapositive suivante. Donc, dans un chapitre assez récent, on a essayé de reconstruire un peu toutes ces notions autour de ce diagramme-là qui vous montre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous donne justement ces niveaux trophiques sur l'axe des X, mais aussi sur l'axe des Y. Et puis, les zones en gris vous donnent finalement la quantité en biomasse de ces différents liens qui peuvent exister dans les écosystèmes. Et vous vous rendez compte que les écosystèmes, finalement, sont très organisés par les microbes et les parasites que l'on ne voit pas. Ce sont eux qui conditionnent, font évoluer, structurent. Beaucoup de la résilience des écosystèmes dépendent de ces liens organisés par et avec les parasites et les microbes. Un monde sans microbes s'écroulerait tel ces écosystèmes. On les privait de leurs parasites et de leurs microbes, on voit ces écosystèmes évoluer, dégénérer, parce que le moteur de leur propre vie, ce sont les microbes et les parasites qui abondent dans ce type d'écosystème. Diapositive suivante. Eh bien, ces notions ont aussi été développées sur d'autres types d'écosystèmes. Ici, vous avez le parc national du Serengeti en Tanzanie, par exemple, où mes collègues nord-américains ont effectué ce même type de travail. Donc, je vais aller ici très, très vite parce que je vous ai donné des éléments d'explication
auparavant. Et donc, si on structure et on comprend, pardon, on essaie de rechercher quel type de réseau trophique existe dans ce type d'écosystème de savane en Afrique de l'Est, eh bien, diapositive suivante, généralement, diapositive suivante, si elle passe, on reconstitue ce type de réseau trophique, hein, des plantes, des producteurs primaires vers, ici, pour ce type d'écosystème, les carnivores supérieurs. Et donc, diapositive suivante, c'est un peu une autre illustration qui vous dit exactement la même chose, hein, mais organisée de manière différente. Mais ces réseaux trophiques sont organisés sans la présence des agents pathogènes. Qu'est-ce qu'il advient si on y additionne maintenant les agents pathogènes? Diapositive suivante. Eh bien, ces réseaux, encore une fois, se complexifient, vous voyez, deviennent avec beaucoup plus de liens, de nœuds, et ce sont ces réseaux qui vont stabiliser, organiser et voir évoluer les écosystèmes. La vie dépend finalement des microbes et des parasites. Alors, il se pose derrière un certain nombre de questions. Si on imagine vouloir éradiquer certains d'entre eux, quelles peuvent en être les conséquences immédiates ou plus indirectes, bien entendu. Diapositive suivante. Alors ça nous permet de faire ici un ensemble d'analyses pour voir finalement le rôle en cascade que une pathologie en particulier qui est la maladie de la Rinderpest due à un virus dans ce type, lorsqu'elle existait, pouvait avoir, et ces phénomènes en cascade que ça peut entraîner dans ce type d'écosystème en prenant un certain nombre de variables et de déterminants et en voyant le rôle que un agent pathogène peut avoir dans ce type d'écosystème et de communauté d'espèces, ici le parc national du Serengeti. Je vais aller très rapidement sur ces diapositives pour passer à la suivante et très probablement la troisième partie. Diapositive suivante. Donc, quel rôle fonctionnel joué par la diversité biologique quant à ces fameux parasites, ces micro-organismes et la transmission infectieuse? Diapositive suivante. Donc, je suis à 15h15, on va jusqu'à 15h20, 15h22 à peu près, donc j'aurai, je pense, le temps. En général, les communautés locales d'espèces sont la plupart du temps très, très riches en espèces, la plupart du temps, sauf lorsque l'homme intervient et modifie ou tente à modifier ces écosystèmes pour voir une diminution de leur diversité biologique. Ici, vous avez 4 espèces d'oiseaux en particulier. La diapositive suivante. Et on peut se poser la question, lorsqu'arrivera cette diapositive suivante, on peut se poser la question de la circulation d'un virus qui peut être, par exemple, le virus responsable pour causer la maladie du Nil occidental dans cette diversité, finalement, ici d'oiseaux, mais pas uniquement d'oiseaux. C'est peut-être une diversité en insectes, dont certains pourront se retrouver comme des culex vecteurs de ce virus, mais aussi d'oiseaux. On sait très bien que le virus va être habité par une diversité exceptionnelle, très importante de différentes espèces d'oiseaux en particulier. Alors ça dépendra sur quel continent on se trouve, mais en général, ce virus circule beaucoup chez une très grande diversité d'espèces d'oiseaux. Et on peut se poser la question, en fonction d'un virus du Nil occidental à circuler, diapositive suivante, dans une communauté riche en espèces ou pauvre en espèces, quelles vont être les incidences que finalement ces communautés d'espèces vont avoir sur la circulation du virus et sa transmission à l'humain, en termes de risque notamment. Diapositive suivante. Alors, il vous faut faire un peu des calculs, à savoir travailler sur les compétences, vous voyez, de ces 4 espèces d'oiseaux en particulier, travailler sur leurs compétences comme acteurs du cycle, c'est-à-dire en étant réservoirs, et donc en fonction de leur capacité à être un bon réservoir à la transmission du virus ou pas, eh bien, ils vont participer plus ou moins activement à la circulation générale du virus. Ainsi, un oiseau qui n'acceptera pas ou qui détruira les particules virales représentera en quelque sorte un cul-de-sac épidémiologique à la transmission. Et il vous faut considérer aussi les capacités ou les compétences des différentes espèces de vecteurs à transmettre ou pas le virus. Et donc, quand vous faites cette somme de calculs, de compétences, et que vous l'analysez, que vous l'interprétez sur un terrain quelconque où vous aurez une diversité importante
à laquelle fait face un virus du Nil occidental versus une diversité bien plus réduite. Que se passe-t-il en termes de transmission? Diapositive suivante. Eh bien, tout d'abord, vous remarquez que ici, sur la partie droite, pour un certain nombre de différents types d'agents, les grippes aviaires de type H5N1, la borréliose de Lyme, le virus du Nil occidental, Arytanos, le virus du Nil occidental, sur sa partie moustique et sur sa partie d'oiseaux, vous avez en fait des fréquences de distribution dans la compétence à agir sur la transmission infectieuse. Voilà, vous n'avez pas une loi dichotomique, binaire, où vous avez plein d'espèces qui seraient compétentes et très peu d'espèces qui seraient très compétentes. Vous avez beaucoup, vous voyez, pour les grippes aviaires, énormément d'espèces qui ne sont pas du tout compétentes et très peu qui sont très compétentes. Mais vous avez entre les deux une sorte de distribution des fréquences de compétences. C'est ça qui est intéressant. Quand vous prenez ça en compte, diapositive suivante, eh bien, vous produisez sur la base de modèles épidémiologiques de type SIR, ce type de paysage épidémiologique, mais adapté à la transmission du virus du Nil occidental. En quelque sorte, chaque pixel vous représente une situation locale et qui tient compte soit de la richesse locale en espèces de vecteurs, parce que nous avons là un agent infectieux qui est transmis obligatoirement par un vecteur, mais dont le vecteur va venir piquer sur différentes espèces d'oiseaux qui seront présentes localement ou pas. Et en fonction du continent où on se trouve, ce seront d'autres espèces. Donc, sur la partie l'axe Y, veuillez lire, parce que ça revient au même, la richesse en espèces de réservoirs, parce que c'est un corrélat de la compétence globale, en réalité. Donc, plus c'est rouge, plus votre virus il circule, donc vous avez ce qu'on appelle un effet d'amplification. Et plus c'est bleu foncé, plus c'est au contraire votre virus qui rencontre énormément d'espèces de réservoirs non compétents, pas du tout compétentes, et vous avez là ce qu'on appelle un effet de dilution. Mais qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie lorsque vous confrontez ce paysage épidémiologique issu de modélisation, où vous allez modéliser des communautés d'espèces, en quelque sorte, par rapport à la réalité? Diapositive suivante. Eh bien, vous vous apercevez que la situation du virus du Nil occidental en Camargue eh bien, est dans une zone bleue, d'effet de dilution, c'est-à-dire qu'il est vain d'essayer de comprendre la circulation globale de ce virus dans la mesure où il va être confronté à énormément d'espèces qui ne seront pas très peu compétentes à cette circulation par rapport à des situations comme en Californie où vous êtes plutôt dans le orange ou le rouge, où finalement le virus, lui, il est très amplifié par certaines espèces d'oiseaux qui ont d'extraordinaires compétences à le multiplier, à le retransmettre par voie de piqûre. Donc, vous voyez bien que pour un même agent infectieux qui est ici le virus du Nil occidental, eh bien, vous avez des situations extrêmement contrastées dans la circulation. Il n'y a pas une circulation unique comme on l'appellerait, comme on l'apprendrait sur les bancs de l'université, mais vous avez une sorte de paysage très hétérogène de la circulation d'un même virus en fonction des différentes communautés de vecteurs et d'oiseaux hôtes auxquels il est confronté. Diapositive suivante. Et donc, vous voyez, l'un des premiers facteurs et des premières causes, d'ailleurs, à l'apparition de maladies infectieuses émergentes non vectorielles, c'est en quelque sorte soit cet oubli, soit cette ignorance que nous avons affaire à des fréquences de distribution, comme illustré en pourpre sur la partie gauche, et que vous n'avez pas, au contraire, une vision complètement binaire du monde où vous auriez beaucoup d'espèces à ne pas transmettre et un peu d'espèces à beaucoup transmettre le virus. On est plutôt dans des lois de distribution et donc de fréquences entraînant une circulation plus ou moins complexe de ce virus. Diapositive suivante. Donc, si vous avez bien compris, en fonction des localités, des continents dans lesquels on va se trouver, le virus du Nil occidental va circuler de manière complètement différente en fonction de ces environnements-là. Et toutes les actions de l'homme qui vont entraîner une modification de ces différents acteurs, les espèces de vecteurs, mais aussi les espèces d'oiseaux, on pense à leur disparition, vous allez avoir des implications évidentes sur la transmission du virus en question, et celui-là en particulier. Et donc, toutes les actions ici sur la partie gauche, toutes les actions qui vont participer à un changement du gaz des sols, des pratiques agricoles et agronomiques, et
à modifier les environnements, vont aussi modifier la diversité biologique locale et entraîner des répercussions sur la circulation infectieuse, en particulier pour le virus du Nil occidental, mais aussi plus généralement. Donc, je ne vais pas discuter de la partie droite pour aller assez rapidement maintenant à la conclusion pour respecter le temps qui m'a été donné. Diapositive suivante. Donc, vous aurez tous entendu parler de l'effet dilution que je vous ai illustré. Vous voyez que pour le virus du Nil occidental, c'est une infime partie, en fait. La plupart du temps, le virus du Nil occidental sur le paysage épidémiologique que je vous ai défini, rappelez-vous ces couleurs rouge et bleu, eh bien l'effet de dilution, il est assez particulier et extrêmement rare. En général, le virus du Nil occidental est plutôt amplifié en fonction des espèces de réservoirs qu'il rencontre. Et donc, aujourd'hui, il y a eu toute une discussion à savoir si on pouvait effectivement utiliser cet effet de dilution, c'est-à-dire le virus ou la bactérie, lorsqu'il est transmis, rencontre énormément d'espèces qui sont peu compétentes à transmettre ou qui constituent des cul-de-sac épidémiologiques à la transmission. Donc, la transmission globale et générale du virus ou de la bactérie sera ralentie ou freinée ou interdite par le fait qu'on a des espèces de réservoirs ou des espèces d'ailleurs de vecteurs qui freinent ou stoppent cette transmission. Eh bien, vous voyez ici qu'on observe finalement des effets simultanés d'effets de dilution et d'amplification, souvent dans les mêmes lieux, au même moment, au moins pour l'instant pour quatre systèmes infectieux: le syndrome pulmonaire à hantavirus, la maladie de Lyme, les leishmanioses cutanées en Amérique du Sud, l'ulcère de Buruli et Mycobacterium ulcerans qui est son agent en Afrique. Et donc l'effet de dilution, pour moi, constitue pour la recherche ce que l'artichaut est à la cuisine. Il faut enlever toutes les bractées pour pouvoir apprécier son cœur, mais il vous reste énormément de bractées à cet artichaut et vous devez les jeter. Donc finalement, l'effet de dilution est un résultat finalement parmi bien d'autres et dont l'effet d'amplification qui la plupart du temps gagne de l'importance sur l'effet de dilution. Diapositive suivante. Voilà. Pour terminer, voilà ce qu'il faut retenir: peu d'agents infectieux, en considérant les millions qui existent et probablement les milliards qui affectent les populations humaines. On connaît aujourd'hui un tout petit peu plus de 2100 agents parasitaires et infectieux à infecter ou parasiter la population humaine. L'important, c'est le rôle des micro et des macro-parasites est encore aujourd'hui sous-estimé. Vous avez bien compris leur rôle dans l'organisation du vivant qu'on voit. Dans certaines conditions, pour des agents pathogènes d'origine animale et à transmission vectorielle, la composition et l'organisation en espèces hôtes sont mieux prises en compte. Ouais, tu m'avais dit qu'avec ton chef, c'était la cata. Oui, bien sûr, le mien aussi. Merci capacité vectorielle et de réservoir et penser distribution de compétences, ça, pour moi, c'est l'une des grandes erreurs qui a été effectuée ces 20 ou 30 dernières années. Ouais. Et qu'il coexiste des effets de dilution et d'amplification qui peuvent coexister dans le même temps, au même endroit, laissant peu de place à un service écologique possible dû à ces effets de dilution. Et les politiques et les décideurs publics ces derniers mois ont pris beaucoup cet effet de dilution comme un phénomène important, comme un service écosystémique qui pouvait être rendu. Et moi, je n'y crois absolument pas, parce que dans le même temps, vous observez aussi des effets d'amplification qui peuvent se produire, et donc d'accélération et d'augmentation de la circulation et donc de la transmission à l'humain. C'est la dernière diapositive, et donc je vous remercie de m'avoir écouté, et je suis prêt à répondre aux quelques questions que vous pourrez avoir. Merci beaucoup, Jean-François. La dernière n'est pas passée, du coup? La dernière, c'est les remerciements, je pense. Ah oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Jean-François? Moi, j'en ai une. Est-ce qu'on peut dire, à la suite de ce que tu viens de nous dire, enfin, il y a beaucoup de discours en ce moment pour dire que la biodiversité nous protège des émergences. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que la non-incursion de l'homme dans des territoires où il y a une grande richesse de biodiversité nous protège des émergences. Parce que quand on dit biodiversité, on dit, comme tu viens de l'expliquer, on dit aussi biodiversité
parasitaire au sens où tu l'entends, très englobant. Et plus on a de biodiversité, plus on a de parasites qui sont hébergés par différentes espèces animales. Oui, absolument. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire une grande diversité biologique comme dans les mondes intertropicaux, dit aussi une plus grande diversité en microbes et en parasites. Mais je n'ai pas parlé d'agents pathogènes. Et que c'est la fréquentation, les pratiques, les usages, la pratique de chasse en particulier, ou les modifications d'habitat qui vont mettre en rencontre et exposer des individus, les fermiers, les agriculteurs ou les chasseurs, à ces aléas. C'est un danger microbiologique ou parasitaire, c'est un risque. Et c'est au travers de pratiques d'utilisation que le danger peut devenir un risque infectieux émergent. Donc, plus que la biodiversité, il faut l'accepter en tant que tel. Ce sont les activités humaines, et notamment aujourd'hui celles de déforestation, qui mettent en rencontre des individus et exposent ces individus à des germes microbiens qui n'avaient jamais demandé de sortir finalement de leur forêt ou de leur marécage, en quelque sorte. Merci beaucoup. Muriel, une question? Muriel, on ne t'entend pas? Ah, excusez-moi, je parlais toute seule. Oui, à propos justement de la déforestation, on parle tout le temps de la déforestation, souvent de la déforestation, mais il y a aussi, finalement, c'est un peu ce que disait Gilles, c'est que, enfin, par exemple, en Europe, je prends l'exemple des maladies, tu as cité la borréliose de Lyme, mais en fait, l'augmentation notamment des maladies attiques, elle est totalement corrélée avec l'augmentation des surfaces forestières. Et plus il y a de… Pardon? Oui, oui, je suis d'accord. Voilà, donc, bon, c'était juste pour dire qu'il n'y a pas que la déforestation qui peut provoquer des émergences. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en fait, finalement, c'est la première fois que j'entends, en fait, alors, je ne sais pas si c'est une hypothèse ou si c'est vraiment démontré, finalement, l'explication de l'infectiosité, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, du virus West Nile, entre finalement la situation européenne ou camarguaise, en tout cas en France, au sud et américaine, sur en fait cette explication du fait que si le virus, s'il y a plus de cas, c'est parce que l'écosystème est complètement différent et qu'il est plus transmis dans un écosystème que dans l'autre. Du coup, je voulais demander aux gens qui, je ne sais pas, j'ai vu, je ne sais pas si Stéphane Giantara est là, mais toujours là, mais du coup, est-ce que c'est des choses que vous prenez en compte quand vous étudiez, voilà, parce que moi, j'ai beaucoup entendu parler de souches virales qui seraient différentes, mais effectivement, ces écosystèmes différents, ces circulations de virus différents, voilà, est-ce que vous les prenez en compte en fait dans vos analyses? Stéphane, ou je ne sais pas qui est là. Ben là, c'est Stéphane. Écoute, justement, ça tombe bien parce qu'on est en train de préparer un projet qu'on soumettra à la nouvelle agence ANRS Emerging, là, qui est la fusion de, tu connais, et qui prend en compte justement, qui va essayer donc d'étudier, comme l'a dit Jean-François, la compétence des vectorielles et les capacités de réservoir d'oiseaux, sachant qu'on ne connaît pas encore très bien au niveau européen. Alors en France, en Camargue, c'est un peu différent, mais au niveau européen, si on étend, on ne connaît pas encore très bien la liste complète des espèces d'oiseaux, parce que c'est assez compliqué de travailler sur des oiseaux, notamment des oiseaux sauvages, qui seraient susceptibles d'être infectés par West Nile et d'expliquer ce qu'a décrit Jean-François. Après, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire un tout petit peu attention, parce que si on prend le continent américain, Jean-François parlait de la Californie, où il y a une grande variabilité des populations d'oiseaux, ce qui est quand même moins le cas dans d'autres régions des États-Unis, où il y a quand même eu aussi un grand nombre, une incidence importante de cas de West Nile. Donc ça, effectivement, ça doit jouer un rôle, mais peut-être pas uniquement, il y a d'autres facteurs qui doivent intervenir.
Oui, mais on m'a demandé de traiter, Stéphane m'a demandé de traiter cet aspect. Je pourrais parler du rôle des piscines aux États-Unis et comme facteur de risque à la transmission du virus du West Nile à l'homme. Enfin, voilà. Oui, mais ce qui montre qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Bien sûr, bien sûr, bien Ouais. sûr. Mais j'en suis le premier convaincu. Y Ben, a-t-il merci. y a-t-il d'autres Il y a questions? Eric, il y a plusieurs personnes qui lèvent la main. Là, Ah, je les. Ouais, ouais, ok, je veux Eric bien moi Cardinal, aussi. vas-y. Ouais, merci Gilles. Merci Jean-François. Oui, oui, en fait, je voulais mentionner, merci pour la présentation, mais je voulais mentionner également, tu sais, dans des écosystèmes qui sont transformés par l'homme, et je pense notamment, tu sais, en Malaisie, lorsque on a installé ces gros élevages de porcs et ces cultures de palmiers. En fait, on a effectivement, je dirais de manière catégorique, chassé un peu de biodiversité. Et c'est comme ça qu'on a rapproché je dirais les chauves-souris frugivores qui n'avaient plus d'autre endroit que d'aller dans ces cultures de palmiers. On a rapproché ces chauves-souris des élevages de porcs et c'est comme ça qu'a débuté l'épidémie de Nipah en Malaisie. Donc c'est bien, on a bien malgré tout quelque part un impact sur la biodiversité lorsque l'homme intervient. Mais je pense que c'est ce que tu avais mentionné aussi au départ. Oui, mais c'est ça. L'homme, en modifiant les écosystèmes, permet à des espèces, on a toujours pensé aux rongeurs en particulier, permet à des espèces qui ont des aptitudes à cohabiter avec l'homme. Donc, on pense à certaines espèces de chauves-souris, mais c'est peut-être bien d'autres espèces qui deviennent les commensaux ou aujourd'hui ce qu'on appelle les espèces synanthropiques et qui donc vivent à proximité de l'humain ou d'autres animaux de compagnie et donc par voie de promiscuité, voilà, peuvent libérer leur virus comme avec les exemples du virus Nipah en particulier. C'est-à-dire, l'homme, à travers ses activités, donne aussi la possibilité à certaines espèces qui portent certaines caractéristiques à pouvoir s'adapter à ces nouveaux milieux organisés par l'homme. Et en même temps, ils ont certaines caractéristiques, la plupart d'entre elles, à pouvoir transmettre un certain nombre de germes microbiens et donc pathogènes pour l'humain. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.